Eh bien, bon vendredi à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes. Ce matin encore, la presse est disponible en kiosque. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds. La nouvelle expression parle du Parlement. Le contrôle gouvernemental aux oubliettes. C'est ce que le journal propose comme titre ce jour. Pour dire que la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale a assuré relancer ce pan du travail des parlementaires. Une annonce qui laisse donc dubitatif, même au sein de la Chambre basse. Honorable Cabral Libi, le doyen d'âge, est revenu sur les aspects que nous connaissons tous et également d'autres députés se sont prononcés sur ce même aspect et je vous invite à découvrir tout le dossier dans la nouvelle expression de ce matin. Le journal parle également de Douala Bangui, les syndicats à l'offensive, c'est ce que le journal propose. Il est question d'assainir le secteur des transports routiers, des marchandises sur ces corridors. C'est un dossier à lire en page 10 et 11 du journal ce matin. Le journal parle également de l'Ouest Cameroun avec le village artisanal inauguré. On nous parle également du Covid-19 en France. La situation est donc préoccupante. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, vient donc de faire un nouveau point sur l'épidémie de coronavirus à découvrir en page 8 du journal. La nouvelle expression en kiosque ce matin. Et puis le journal Le Messager parle de malversation financière. Gilles Dorin-Dongo à la barre, c'est le journal qui le dit. Une mission de recoupage de la CONAC, a mis au jour d'importants détournements. Tout ce qu'on peut découvrir, notamment de l'argent public au ministère des Forêts, de la Faune. En page 5, le même journal parle également de la Côte d'Ivoire. Il était une fois à Mbac, c'est à lire dans le même journal en page 9. Le journal parle également de double nationalité, les promesses non tenues du régime Biya. Les Camerounais de France, bercés il y a 12 ans par les assurances du chef de l'État, sont aujourd'hui aux abois. C'est en page 2 du journal Le Messager de ce matin. L'autre journal disponible en kiosque, c'est le journal L'Œil du Sahel qui parle donc des doyens du Grand Nord au gouvernement. Le journal le dit d'ailleurs en page 3 ce matin. Pour revenir sur ces doyens, ces caciques qui sont dans le régime et même au gouvernement depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi ne sont-ils pas remplacés par une jeunesse également qui a aussi d'autres propositions importantes? C'est à lire dans le numéro en kiosque ce matin également sur le journal L'Œil du Sahel qui s'intéresse ici au document. Discours d'Aïdjo au 3e congrès de l'UNC à Bafoussam. On revient sur le même sujet ce matin, de la page 5 à la page 8, pour également révéler quelques importants messages également que l'on a connus ou qu'on a su écouter il y a bien d'années également. C'est le journal qui revient donc sur le sujet. Le journal s'intéresse également à l'éducation de base. Près de 4976 élèves donc sans acte de naissance à l'extrême nord. Le sujet est également à nouveau présenté par le numéro de ce matin pour dire qu'il y a toujours des problèmes malgré notamment les efforts qui sont faits à ce sujet. C'est à découvrir dans le journal L'Œil du Sahel en kiosque ce matin également. D'autres sujets sont également contenus dans les tabloïds que je vous invite à lire si vous faites un tour en kiosque ce matin. Alors nous avons avec nous sur ce plateau Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci à vous, Pinoro. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Nous sommes vendredi et comme on le sait, la presse est toujours disponible en kiosque. Camille, bonjour et bienvenue. Flavien Balondongo, bonjour. Bonjour Georges Semé. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et voilà, avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par les tabloïds. La nouvelle expression qui revient parle du Parlement, le contrôle gouvernemental aux oubliettes, c'est ce que dit le journal. Bah oui, des députés à l'entame de cette session de mars, et bien évidemment, la nouvelle expression a saisi quelques députés au sortir du palais et leur a posé des questions et à la lumière de ce qu'ils ont dit, on sent qu'ils en veulent. Ils sont décidés à pousser les choses un peu plus loin, ils sont décidés à demander un peu de façon un peu plus corsée des comptes au gouvernement et surtout, ils ont décidé, ils se disent qu'il serait bon pour l'Assemblée nationale de pouvoir donner beaucoup plus de poids, non seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi de toucher beaucoup plus en profondeur les problèmes cruciaux de l'heure. Il y a des réactions de certains députés. Il y a l'honorable Kupit Adamou, il y a l'honorable Cabral Libi, également l'honorable Benilde Djemini, qui estiment que ce sont des choses déjà entendues. Alors, le titre de la nouvelle expression ce matin est très, très intéressant parce qu'il parle du contrôle de l'action du gouvernement par les parlementaires. Mais il faut d'abord rappeler que le contrôle de l'action du gouvernement par les parlementaires, qu'on soit député ou sénateur, s'exerce par deux façons.
soit par des séances publiques, soit par des travaux dans les commissions internes dédiées à ces instances, notamment les commissions permanentes. Et ils ont la latitude de contrôler l'action du gouvernement en exerçant par exemple des auditions des membres du gouvernement. Ils peuvent le faire également par des missions d'information, mais aussi par un contrôle du suivi de l'application de la loi, ou alors tout simplement par le contrôle des nominations même du président de la République. Ça rentre dans leur rôle, ou alors le contrôle même de l'utilisation des fonds publics par le gouvernement. La question fondamentale qu'il faudrait se poser maintenant, c'est de savoir si nos parlementaires utilisent effectivement ces outils pour contrôler l'action du gouvernement. Parce que je crois qu'ils ont la latitude de le faire et n'attendent pas seulement que ça vienne d'une autre personne. Le règlement du Parlement leur donne la latitude de le faire. Mais on se rend bien évidemment compte qu'il y a très peu d'auditions, il y a très peu d'émissions d'information, il y a juste ce rôle de contrôle de l'action du gouvernement par les questions aux ministres. Alors, c'est bien à se demander si effectivement ces parlementaires remplissent effectivement leur rôle alors qu'ils en ont la latitude. Ça me permet également de dire que peut-être ne devrait-on pas les en vouloir, parce que le Parlement camerounais, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, est constitué en majorité du RDPC. Et on ne voit pas un député ou alors un sénateur du RDPC entamer une audition contre un ministre qui appartient à sa famille politique. On a très souvent vu, de façon très courageuse, quelques députés, comme l'honorable Ninche, qui émet quelquefois des réserves sur l'action du gouvernement, mais malheureusement c'est complètement isolé et ça ne reflète pas véritablement le rôle que devraient remplir ces représentants du peuple au sein du Parlement. Oui, j'allais dire Camille Nélé, le journal révèle quand même que c'est parce que certains députés mangent dans le même plat que certains membres du gouvernement, et notamment les directeurs généraux, qu'il est difficile pour ces derniers de pouvoir mener quelques actions aussi. Non, mais moi je pense que lors des passages de certains ministres devant en audition orale devant l'Assemblée nationale, il y a des ministres qui ont été vraiment mis à mal par des députés qui ne sont pas forcément uniquement des députés d'opposition. Des députés et des députés qui posent des questions assez pointues aux ministres. Donc jusqu'à présent, il est vrai qu'on peut se féliciter du fait que un député a cette latitude de pouvoir poser des questions corsées aux ministres, mais les autres, ou la majorité des députés, notamment de l'opposition, estiment qu'il ne faudrait pas que ce contrôle de l'activité gouvernementale par les députés se limite uniquement à des questions orales et non par un peu plus que cela. Donc l'espoir, non seulement des députés, mais aussi de l'opinion, c'est que effectivement que les députés de l'Assemblée nationale jouent leur rôle, leur véritable rôle au sein de l'Assemblée nationale et pas seulement un rôle de façade. Voilà. Alors, c'est le sujet que je vous invite à lire dans la Nouvelle Expression ce matin, page 3 précisément, parlant du contrôle gouvernemental aux oubliettes. Et là, on peut parler également du quotidien Le Messager qui revient sur la double nationalité, les promesses non tenues du régime Biya. Alors, c'est un sujet également extrêmement important et vous savez qu'il a fait l'objet de vives discussions lors du dernier grand dialogue national où il y a des recommandations qui ont été formulées à l'endroit du gouvernement afin d'implémenter véritablement la question de la double nationalité. Mais vous savez que c'est un sujet éminemment politique d'abord, éminemment politique parce que nos gouvernants aujourd'hui pensent que l'octroi de la double nationalité serait ne serait pas favorable à leur pouvoir. Par exemple, le vote. Le vote accordé à des personnes qui ont la double nationalité, ce serait pas du tout favorable à leur pouvoir. Donc c'est éminemment politique. Mais on ne devrait pas toujours voir ça sous ce prisme-là. Parce que l'usage d'un compatriote qui a une double nationalité serait également bénéfique pour notre pays, notamment dans les aspects cognitifs et économiques. Nous savons qu'il y a des compatriotes qui sont aujourd'hui, qui ont la double nationalité, mais qui ne peuvent pas exercer de façon libre économiquement et techniquement sur le territoire camerounais parce qu'il y a cette barrière de double nationalité. Donc, il est extrêmement important qu'aujourd'hui, on se penche véritablement sur ce sujet afin que les promesses qui ont été annoncées il y a 10 ans de cela et rappelées au sein du grand dialogue national soient véritablement mises en œuvre afin qu'on puisse définitivement résoudre cette question qui empoisonne même l'atmosphère entre les politiques de notre pays. Alors, il y a 2 ans, dit le journal Le Messager, les Camerounais de France, qui étaient donc bercés par les assurances du chef de l'État, aujourd'hui, on ne constate pratiquement rien. C'est ce qu'ils disent. Et le journal est revenu également sur ce fait ce matin pour rappeler quand même que ça fait partie des promesses qu'il faut mettre à jour pour éviter d'entendre ou alors de constater ce qu'on
qu'on observe entre les Camerounais de la diaspora et ceux qui sont au pays? Pas seulement des promesses. Moi, je pense que ce sont des engagements. On peut considérer ce qui a été pris par le gouvernement comme des engagements auprès de cette diaspora qui a montré tous ses gages de bonne foi et toute sa volonté de jouir non seulement de cette noble nationalité, mais qui s'est ingénié à brandir les avantages que le Cameroun pourrait tirer justement à implémenter définitivement la double nationalité. Bon, il faut dire que cette diaspora a attendu, a pensé que la réaction, l'implémentation allait être immédiate. Malheureusement, elle est en train de prendre du temps, beaucoup trop de temps, estime-t-il. Bon, mais maintenant, le temps, vous savez, on peut l'analyser comme on veut, mais une chose est certaine, c'est qu'au lendemain du grand dialogue, beaucoup s'attendaient à ce que justement, au niveau même seulement de ce problème de la double nationalité, que les choses aillent rapidement. Ce qui n'est pas encore le cas. Et donc, je pense même qu'on aurait pu profiter de l'actuelle session parlementaire, qui intervient quand même plusieurs mois après les résolutions, la recommandation du grand dialogue national pour introduire quand même un projet de loi ou alors une proposition de loi sur la révision de notre code de nationalité. Est-ce que vous savez s'il y a des députés qui n'ont pas ça dans leur sac? Peut-être attendons, il leur faudra beaucoup de courage, mais lorsqu'on écoute la plupart des députés au sortir de ces sessions inaugurales, on n'a pas l'impression qu'ils ont ça dans leur sac, mais bon, peut-être ce n'est pas la dernière session de l'année. Ils ne dévoilent pas tout. Voilà, ce n'est pas la première session de l'année, il y en a encore d'autres. On espère que pour 2021, cette question sera sérieusement prise en compte. Très bien. Alors, le journal est donc revenu, parlant du quotidien Le Messager, sur la double nationalité, les promesses non tenues du régime Biya. C'est en page 2 de ce journal. Et on s'intéresse également à l'œil du Sahel qui parle de longévité avec les doyens du Grand Nord au gouvernement. Oui, l'œil du Sahel, journal spécialisé, toujours tourné vers le Grand Nord, parle de ces ministres qui s'illustrent par une longévité certaine au gouvernement. Bon, bien entendu, il y a quelques secrétaires d'État, il y a 2 ministres, parmi lesquels un ministre d'État, mais vous savez très bien que la décision de nommer un ministre est souveraine au niveau du chef de l'État, et on ne sait jamais pourquoi il nomme ou bien il démet. Mais s'il constate que dans le Grand Nord, il y a 3, 4, 5 ministres, 2 ministres, 2, 3 secrétaires d'État qui sont là depuis trop longtemps, c'est un constat. Bon, à chacun de tirer des conséquences. Alors, surtout qu'on sait que, ou alors on l'a souvent dit, que le Grand Nord reste le bastion du parti au pouvoir. Et il y a quand même des visages qui devraient revenir, qui devraient également remplacer ceux qui sont là depuis des années. Pourquoi pas? L'époque Aïdjo, aujourd'hui encore, on les voit. C'est un problème pour cette jeunesse également qui veut voir des choses changer positivement. Oui, vous avez dit bastion, mais au sein du RDPC, on a souvent l'habitude de dire que c'est la grande sœur, quelque chose comme ça. Ils ont la terminologie politique qu'ils emploient pour dire que effectivement le Grand Nord est pourvoyeur de beaucoup de militants au RDPC. La jeunesse a raison d'être dessus parce que l'œil du Sahel a présenté quelques visages aujourd'hui. Je vois le secrétaire d'État Ali Mayatou, bien évidemment. Je vois le ministre Pierre Hélé et le ministre d'État Bello Bouba Maïgali, qui sont considérés comme des grands électeurs, des élites, des grandes figures qui, selon le gouvernement, représentent valablement toutes les sensibilités du Grand Nord. Je pèse mes mots en disant grand électeur parce que on pense au sein du RDPC qu'en nommant ces figures, on va embastiller une grande population. Mais les résultats des dernières élections nous montrent que cette chanson-là ne donne plus, ce son de cloche ne donne plus. Et la jeunesse a tout à fait raison de revendiquer une place aujourd'hui. Et à l'œil du Sahel, on a pris le prétexte du décès du ministre Adoum Gagoum pour faire une sorte de panorama sur ces ressortissants du Grand Nord qui brillent par leur longévité, pas parce qu'ils veulent, bien évidemment, parce qu'ils ont été nommés pour des raisons politiques, mais également pour des critères d'équilibre régionaux, pour des raisons politiques. D'abord, si on prend le cas de M. Bello Bouba, le ministre d'État Bello Bouba, c'est parce qu'il fait partie bien évidemment de la majorité présidentielle et en qualité du président de l'UNDP, bien évidemment, c'est lui qui devrait représenter ce parti au sein du gouvernement. Et pour les autres, ils sont considérés comme des grands électeurs représentatifs des sensibilités sociologiques et des grandes tribus du Grand Nord, mais comme je le disais tout à l'heure, avec les résultats qu'on a enregistrés lors des dernières élections, je crois qu'on devrait peut-être changer de fusil d'épaule et donner la chance à d'autres personnes et surtout veiller à ce que
Lorsqu'on nomme un représentant du Grand Nord comme ça, qui est au moins alternance, et qu'on ne passe pas plus d'une vingtaine, une trentaine d'années à un même poste. Alors, c'est le journal qui propose le sujet en page 3 ce matin, et vous aurez la possibilité de parcourir le traitement qui a été fait à cet effet. Alors, donc, on parle aussi d'autres choses. Mutation est revenue ce matin sur le Covid-19. À quel vaccin se vouer? C'est la question, Kaminelli. Oui, le titre de mutation est symptomatique du climat actuel, du climat non seulement national mais international. Vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de pays en Europe, l'Autriche, le Danemark, qui ont stoppé la vaccination de l'AstraZeneca en estimant que à l'analyse, il y a eu des cas de thrombose, c'est-à-dire que coagulation récente. Et donc, ils ont arrêté. Mais c'est AstraZeneca, justement, que le gouvernement camerounais est en train de vouloir ramener au Cameroun. Et d'ailleurs, à la dernière nouvelle, hier soir, on a vu un poste du ministre Manaouda Malachi qui dit que, bon, après, au constat de ce qui se passe en Europe, il a décidé de saisir l'autorité, le conseil scientifique et le NITAG pour avis médical pour savoir un peu comment on va faire. Or, quand Mutation pose la question sur le sein auquel le Camerounais devrait s'ouvrir, parce que non seulement il y a toute une multitude de vaccins maintenant, vaccins américains, vaccins anglais, vaccins chinois et tout le reste, bon, c'est à chaque pays de choisir son vaccin, mais alors ces vaccins sont-ils réellement efficaces, uniquement efficaces contre la Covid-19, ou alors ces vaccins peuvent-ils, après que quelqu'un ait été vacciné pour le Covid-19, cette personne est-elle immunisée contre la variante de l'Afrique du Sud, la variante asiatique ou la variante anglaise. C'est-à-dire que c'est pour cela que moi je pense que la question de mutation a tout son sens. Aujourd'hui, si beaucoup de personnes pris dans la psychose collective se demande maintenant quelle est effectivement la panacée. Il y a beaucoup le débat fait rage, aussi bien dans le monde scientifique que dans les réseaux sociaux, effectivement, sur l'efficacité de ces vaccins, sur l'opportunité même de vacciner les gens, et surtout sur Alors, si chaque pays essaie de proposer un vaccin, le Cameroun a-t-il des possibilités également de le faire? De proposer un vaccin? Oui. Le Cameroun, lui, ne propose pas le vaccin. Au Cameroun, nous avons une molécule curative. Le vaccin, c'est pour prévenir. Et il est difficile, beaucoup de scientifiques estiment même que ce vaccin que l'on a trouvé 1 an seulement après l'apparition de la maladie, c'est un peu trop tôt. On n'a pas eu le temps d'essayer de faire le tour des éventuelles interactions. Effets secondaires. Bon, maintenant, mais le vaccin, depuis toujours, je dis que le vaccin est là pour prévenir. Bon, maintenant que la maladie est installée, à quoi peut servir le vaccin maintenant? Et ce vaccin va tenir pendant combien de temps? Et l'autre drame, c'est qu'à côté de cette Covid-19, il y a d'autres variantes de ce Covid-19. Alors, on va vacciner pour la Covid-19, on va vacciner pour tous ces virus. Le problème est assez serré, le débat est assez serré. Et bien évidemment, Mutation a tout à fait raison de se poser cette question. À quel sein se vouer maintenant? Ou avec quel vaccin se vouer? À ce vaccin. D'abord avec la multiplication du virus, la multiplication des vaccins, et maintenant le scepticisme qui commence à naître dans certains pays où on se dit que non, tel vaccin provoque des thromboses, tel autre provoque des anomalies cardiaques. On ne sait plus quoi faire. On commence à voir, le monde commence à voir, après la psychose, le monde commence à voir le tourner. Alors, Camille parle de psychose, est-ce que ça n'embarrasse véritablement pas le public maintenant? Ça embarrasse le public. Et bon, on ne pouvait pas avoir tous les titres axés sur la question vaccinale relative au Covid-19, mais Mutation a choisi de nous séduire avec ce titre. À quel vaccin se vouer? Parce qu'on a souvent l'habitude de dire qu'à quel vaccin se vouer. Aujourd'hui, ils nous demandent à quel vaccin se vouer. C'est extrêmement préoccupant parce que il y a plusieurs sensibilités qui aujourd'hui disent qu'ils ne veulent pas le vaccin, soit ils le veulent, mais il faut d'abord que le gouvernement, les ministres eux-mêmes se fassent vacciner, etc., etc. Donc, au sein même de l'opinion camerounaise, le débat est déjà lancé. Le Cameroun a le choix. Donc on va se demander si c'est le même vaccin qu'on va également administrer, enfin, soit aux autorités, soit à la population. Le Cameroun a le choix entre les vaccins qui sont proposés aujourd'hui sur la place internationale par plusieurs firmes occidentales. Vous savez que ce sont les Américains qui tiennent le haut de pavé avec plusieurs grands laboratoires, Pfizer, Johnson & Johnson, et Moderna et BioNTech. Leurs vaccins
nous dit-on, sont fiables à 97%. Mais il y a également les vaccins qui nous viennent un vaccin qui nous vient de Chine, qui est le Sinovac, et un autre qui nous vient de la Russie, je crois, qui est le Sputnik. Mais à côté de cela, il y a le vaccin anglais, AstraZeneca, qui, nous dit-on, arrive dans 10 jours au Cameroun. Et ce vaccin anglais, comme le doyen le disait, a été malheureusement rejeté par plusieurs pays, dont un pays africain qui est l'Afrique du Sud. Parce que après les premiers essais, il s'est malheureusement avéré qu'il y avait des effets pervers extrêmement dangereux pour les populations. Donc l'Afrique du Sud a décidé d'arrêter de procéder à sa campagne de vaccination. Et ce matin, on nous disait encore qu'il y avait plusieurs pays, cette fois-ci de l'Europe, notamment le Danemark, l'Autriche, la Suède, etc., qui ont décidé de ne plus utiliser ce vaccin. Mais en France, on dit qu'il faut encore voir. Mais je crois qu'en ce qui concerne le Cameroun, AstraZeneca vient dans le cadre de l'initiative COVAX, je crois, qui a été lancée par l'OMS en relation avec l'Union africaine. Alors ça veut dire que nous recevons certaines doses gratuitement afin de vacciner nos populations. Mais pourquoi seulement AstraZeneca? C'est la question fondamentale qu'on peut se poser. Pourquoi l'OMS n'aurait pas opté par exemple pour Johnson & Johnson, où la prise est unique, le vaccin est unique? Alors qu'AstraZeneca c'est 2. Oui, AstraZeneca c'est 2 et ce n'est pas tout à fait fiable. On aurait pu prendre également BioNTech, Moderna ou Pfizer. Ils sont à dose unique mais ils sont plus fiables. Mais pourquoi nous refiler seulement AstraZeneca qui est peut-être parce que c'est gratuit. Donc peut-être parce que c'est gratuit, mais nous avons aussi le choix. Mais cette gratuité, c'est une question de santé publique. Nous pouvons refuser l'initiative COVAX. Mais Georges Semé, moi je dis quand on parle de gratuité, ce vaccin qu'on produit par dizaines de millions et on nous dit que c'est gratuit, vous pensez que c'est gratuit? C'est pas seulement gratuit. Il y a quelque chose derrière, il y a un marché derrière, il y a une compensation derrière. Parce que les États qui vont recevoir gratuitement ces doses devront passer à la caisse d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas aussi gratuit que l'autre. Vous pensez qu'ils nous aiment trop? Vous savez, au départ, l'année dernière, quand la Covid a été annoncée, la première réaction de certains Cassandres occidentaux a été que l'Afrique, on va connaître une hécatombe en Afrique. L'hécatombe, c'était pas en Afrique, c'était plutôt chez eux. Bon, alors que l'hécatombe n'est pas encore arrivé, on est en train de dire non, on va vous envoyer le vaccin pour vous vacciner parce que vous êtes en danger. On est plus en danger alors que nous mourrons moins et que le taux de létalité, je le répète toujours, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, le taux de létalité de la Covid est de 1,5%. Alors cette obstination à vouloir vacciner absolument les Africains, à leur donner gratuitement des vaccins, il y en a qui se disent qu'il y a quelque chose de suspect là derrière. Bon, malgré cela, il n'en demeure pas moins que ce virus existe. Ce virus tue. Ce virus fait vraiment des dégâts. Ce virus, en réalité, il a des propriétés. Ce virus n'attaque que les organismes qui sont déjà complètement déprimés. Les organismes dont le système immunitaire est complètement défaillant. Ça, c'est clair, c'est connu. Et on sait très bien que quand on est en comorbidité, on peut facilement attraper n'importe quel virus. Ça, c'est la première vérité qu'on semble trop oublier. Et on est en train de vouloir nous faire croire que même si vous êtes en bonne santé, vous pouvez attraper le virus. Vous pouvez attraper le virus, effectivement, parce que circule. Mais il y a des réalités que les gens doivent comprendre et la grande opinion doit comprendre que le vaccin que l'on est en train de vouloir imposer n'est pas une sorte de panacée magique. D'accord. Juste pour rajouter, M. Ndongo, que personnellement, je ne suis pas un anti-Covid. Je ne suis pas un anti-Covid parce qu'il y a des gens qui font le déni même de la maladie. Je ne suis ni moins un anti-vaccin. Mais je veux quand même qu'il y ait un contrôle rigoureux sur le vaccin qui va être proposé aux populations. Cette maladie existe et nous avons tous besoin de ce vaccin. Vous avez expliqué tout à l'heure de l'âge doyen. Mais je pense que au lieu de tomber dans le piège de la gratuité, on a les moyens pour acheter ce vaccin. Sur le plan, on a les moyens plus que d'autres actions qui sont aujourd'hui, actions financières, qui sont aujourd'hui inutiles. Nous avons les moyens d'acheter un bon vaccin pour les populations et préserver au moins une hécatombe due à l'inoculation d'un vaccin qui ne nous garantit pas qu'il est absolument efficace. Donc la sortie du ministre de la Santé est tout à fait opportune, même si pour ma part elle est tard, parce que la polémique autour d'AstraZeneca ne date pas de ce matin ou bien d'hier. Sa sortie est opportune, qu'on s'entoure de toutes les garanties scientifiques et qu'on ait un avis qui nous permettra évidemment on nous parle de 10 000 doses par là, et toutes ces garanties nous permettront de voir si effectivement il faut non seulement recevoir l'initiative COVAX, mais également les faire vacciner au sein des populations. Nous sortons du sujet, Camille. Oui, nous sortons du sujet, mais nous ne pouvons pas sortir du sujet sans nous dire que non seulement le gouvernement prend des mesures
la mesure de toujours rappeler aux gens de respecter les mesures barrières, de porter le masque, d'éviter un certain nombre de choses. Mais vous avez vu, par exemple, la sortie musclée hier dans la soirée du ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalé-Bibé, qui durcit le ton en disant maintenant que le véhicule pris en surcharge, le chauffeur de ce véhicule-là va voir son permis de conduire retiré. Mais alors, s'il est pris si récidive, là alors on va le suspendre définitivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre des Transports est en train de passer à la phase répressive dans le respect justement de ces mesures barrières au niveau des transporteurs. C'est-à-dire que toutes les personnes dans un véhicule de transport doivent porter le masque. Et le chauffeur qui ne respecte pas non seulement le port du masque ou alors qui refuse, qui continue à surcharger, va être puni. Alors, vous faites allusion au transport urbain ou interurbain? Urbain, interurbain. Le ministre... Alors, ce matin encore, on voyait bien des gens qui sont dans le taxi sans masque et autres. Le communiqué du ministre est sorti hier soir. Moi, je pense qu'il va être rendu public tout à l'heure, mais il circule déjà dans les réseaux sociaux. Et moi, je pense qu'il y en a qui disent déjà que ça, le ministère des Transports est en train de passer à la phase répressive. Mais cette phase répressive répond aussi à la question de ceux qui disent que, mais est-ce qu'on va pouvoir contrôler tous les taxis et tous les cars? Mais on va voir maintenant ce qui va se passer avec le ministère des Transports. C'est une autre idée qui peut améliorer la lutte contre le Covid? Oui, bien sûr. C'était un renforcement des mesures. On se souvient que déjà l'année passée, au mois de mars, avril, il y avait déjà des mesures qui avaient été édictées dans ce sens par le ministre des Transports qui répercutait les prescriptions du Premier ministre. Mais aujourd'hui, il y a... L'information est contenue dans le messager. Effectivement, aujourd'hui, il y a un renforcement de ces mesures parce qu'on a l'impression qu'on passe cette fois-ci à la phase de répression avec le retrait des permis de conduire, etc. Il faut quand même rappeler, hier je ne vais pas la citer cette chaîne, une chaîne concurrente à la vôtre où on a interviewé un taximan qui se plaisait à dire qu'on les empêchait de respirer l'air que Dieu a donné. Non. Voilà le type de discours qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas prononcer. La maladie existe. Et je m'insurge toujours contre les anti-Covid, le déni de la maladie. Il y a plusieurs sortes de déni. Il y a même le déni politique. Moi, je suis des gens dire que c'est une maladie qui a été inventée par le gouvernement pour détourner de l'argent. Ça, c'est extrêmement grave. Ce sont des discours qu'il ne faut pas laisser prospérer. Il y a le déni racial, doyen, tout à l'heure vous l'évoquiez. Les gens pensent que c'est une maladie qui n'attaque que les blancs et ça ne touche pas les noirs. Pour nous qui avons des proches qui ont eu cette maladie, non, vraiment, qui en sont morts. Il ne faut pas tolérer ce genre de discours. Et nous avons le devoir en tant que journalistes de rappeler là où on est que ce sont des propos qui ne tiennent pas. Il y a même le déni social qui a trait au rang social. C'est-à-dire que c'est une maladie des riches qui n'attaque. Donc c'est des choses insoutenables qu'on ne peut pas tolérer et il faut qu'on tape du poing sur la table. Et vous avez bien fait de relever tout à l'heure que malheureusement, il y a encore des gens qui entrent dans les taxis, non seulement ils surchargent, mais ils ne portent même pas les masques. C'est extrêmement grave et je pense que la mesure du ministre des Transports est tout à fait le bienvenu. Il faut passer à la répression afin qu'on fasse comprendre aux gens que cette maladie existe véritablement et qu'elle peut prendre n'importe qui à tout moment. Très bien. C'est ce qu'on peut découvrir dans le journal Mutation ce matin, à quel vaccin se vouer, et le quotidien Le Messager qui est revenu sur le communiqué du ministre des Transports, qui rappelle quand même qu'il faut respecter un certain nombre de mesures. C'est d'ailleurs le titre de Cameroun Tribune ce matin pour dire respect des mesures barrières, l'appel du Parlement. Oui, la session qui s'est ouverte hier ne va pas seulement concerner la question sur les discussions sur le code électoral. Le code électoral, comme j'ai entendu certains députés le dire, on va se pencher également sur la question du Covid-19, notamment sur le sujet que nous avons abordé tout à l'heure, sur le vaccin. Moi, j'espère que les députés seront tout à fait, cette fois-ci, feront bloc. Pas parce qu'on appartient à la majorité, mais qu'on ait un esprit républicain. Ce ne sera pas parce qu'un opposant aura dit qu'on ne veut pas tel vaccin qu'on devrait complètement se liguer contre lui. Par exemple, AstraZeneca, un député de l'opposition peut dire que lui, il milite contre AstraZeneca. Je crois que si on est un député de la majorité, on devrait quand même écouter ce que ce député dit. On devrait le suivre par au moins esprit républicain. Si un député de la majorité dit que non, il faudrait peut-être que le Cameroun sorte des moyens pour qu'on achète un vaccin
un peu plus fiable qu'AstraZeneca, par exemple, Johnson & Johnson, sans faire de publicité. Je crois que le député de l'opposition devrait, par sens républicain, également le suivre, parce qu'il s'agit ici d'une question de santé publique, et c'est tout à fait normal que ce soit inscrit aujourd'hui dans la discussion au Parlement. D'accord. Mais moi, je pose une question. Pourquoi est-ce que les autorités sanitaires de ce pays ne saisissent pas l'OMS pour leur dire que nous avons la potion de Monseigneur Cléda qui a guéri des millions de personnes? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que cette potion, cette formule qui a guéri des millions de milliers de personnes au Cameroun, et cela a été prouvé, ne peut-elle pas être présentée justement? On attend toujours le résultat de cette équipe scientifique qui vient rencontrer... On attend une équipe scientifique ne travaille pas sur une molécule pendant des mois et des mois. Hein? Vous avez vu qu'en il faut analyser, il faut faire des tours. C'est la même chose qu'on parle de ce vaccin, qui appelle la maladie est là et on trouve déjà le vaccin. On a trouvé le vaccin. Mais comment est-ce que la maladie est là? On a trouvé une molécule qui soigne la maladie, qui éradique la maladie. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas les études beaucoup plus loin pour comprendre non seulement la substance, la composition de cette molécule, mais maintenant son efficacité? On est en train de nous dire qu'il y a des vaccins qui sont fiables à 97%, d'autres à 96%, d'autres à 98%. Mais alors que la potion de Monseigneur de Cléda est fiable à 100%. Ça, c'est quelque chose. Moi, je pense que et le Cameroun, et la diplomatie camerounaise, et les autorités sanitaires du Cameroun devraient voir comment apporter cette proposition au monde médical mondial, à la communauté scientifique mondiale, pour qu'elle dise que nous avons trouvé quelque chose chez nous. Allez expérimenter ça dans vos EHPAD. Alors, le sujet est donc dans le journal ce matin, et avec le titre de Cameroun Tribune qui revient, parle du respect des mesures barrières, l'appel du Parlement. Chacun devrait se protéger et protéger son voisin, c'est ce qui est d'ailleurs nécessaire, en se lavant les mains, en portant son masque de protection, et aussi en utilisant la distanciation sociale. Et puis tenir des discours irresponsables. Voilà, donc, allez, on sait que le vaccin, la maladie, là, échange notamment il y a d'autres variantes qui sont déjà connues aussi. On va sortir de l'émission avec le journal du Sahel qui parle de l'éducation de base. Il y a des centaines de milliers d'élèves qui sont toujours sans acte de naissance dans l'extrême nord. Mais vous savez très bien, Flavien Valodongo, et nous l'avons à plusieurs reprises rappelé sur ce plateau, le combat que mène le gouverneur Midjira Bakari dans l'extrême nord, justement, dans le sens de donner la possibilité aux élèves d'obtenir des cartes d'identité. Des actes de naissance. Des actes de naissance. Oui, il y a ce même problème de cartes d'identité. Mais forcément, mais d'abord des actes de naissance. Vous savez très bien que non seulement à cause de l'éloignement de certains villages, à cause de l'extraversion de certains syndicats civils, et même parfois à cause de l'ignorance des parents. Mais c'est un combat que mène Midjira Bakari depuis de longues années. Il continue. Merci. Merci à vous, chers messieurs et chers lecteurs. Vous aurez l'occasion de lire la presse. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, surtout sans excès, en respectant, bien entendu, les mesures barrières. Tout à fait. Allez, bon week-end à tous.